L'équipe de secours s'activait pour pomper l'eau du tunnel de la grotte au plus vite. 4 jeunes spéléologues sont descendus dans un petit trou inondé au fond de la grotte, trop étroit pour un adulte, et n'en sont jamais revenus. Chaque seconde pouvait désormais faire la différence entre la vie et la mort. Bien qu'à seulement 30 mètres de l'entrée, cela aurait pu sembler des centaines de kilomètres, alors que les sauveteurs luttaient contre la montre. Les familles et les proches des disparus attendaient, retenant collectivement leur souffle et priant pour un miracle. Pourrait-il sauver les jeunes spéléologues disparus, ou était-il déjà trop tard? Voici l'histoire de ce qui s'est passé ce jour-là, dans les profondeurs de ce que beaucoup connaissaient, sous le nom de la grotte de Golem. Mais elle portait aussi un autre nom, la grotte de la mort. À quelques kilomètres du centre-ville de Provo se trouve la montagne Ygir, nommée pour son grand aiguille blanc sur son flanc. Au sud du I se trouve l'entrée de la grotte de Golem, nommée d'après le personnage du Seigneur des Anneaux. Personne ne sait exactement qui a appelé la grotte ainsi en premier, mais c'est probablement parce que les passages étroits et lugubres ainsi que les tunnels remplis d'eau ressemblent à la description que John Ronald Reuel Tolkien a faite de l'endroit où Gollum vivait dans les profondeurs des monts brumeux. La grotte de Gollum avait une réputation notoire parmi les habitants, en raison de ses conditions dangereuses et de son potentiel de danger, voire de mort, ce qui explique l'autre surnom que les habitants lui avaient donné, la grotte de la mort. Les grottes sont naturellement dangereuses. Des passages étroits, des rochers glissants, et l'absence de lumière rendant l'accident inévitable. Seul le moment reste incertain. Malgré ces risques, les grottes attirent toujours des explorateurs de ces mondes souterrains. C'est ce qui arriva tôt le matin du 18 août 2005, lorsqu'un groupe fit une brève randonnée dans les contreforts, sous la montagne Ygir, juste au-dessus de l'actuel parc aquatique Seven Peaks. Leur destination, la grotte de Gollum. Le groupe était composé de 5 amis. Scott McDonald, Blake Donner, Jennifer Galbraith, Ariel Singer et Joseph Ferguson. La grotte de Gollum n'apparaît sur aucune carte officielle, mais plusieurs membres, originaires de la région et expérimentés en spéléologie, savaient de donc où la trouver. Mais aucun d'entre eux n'y était jamais allé auparavant. Un 6e ami, qui y était déjà allé auparavant, prévoyait de les rejoindre, mais il n'est finalement pas venu. Donc cela allait être une expérience totalement nouvelle pour tous les participants, et ils ont atteint l'entrée de la grotte de Gollum vers 3 heures du matin. Que vous l'appeliez la grotte de Gollum ou de la mort, il y a une chose très importante à savoir. La grotte de Gollum n'est en fait pas une grotte. Vous voyez, la région autour de Provo, en particulier la montagne I, a une longue histoire d'activité minière. Depuis le 19e siècle, les mineurs recherchent des métaux précieux comme l'or, l'argent, le cuivre et le plomb. Beaucoup de puits et tunnels miniers ont été creusés dans la région. Une fois le minerai extrait ou trop difficile à exploiter, la mine était rebouchée ou effondrée. Souvent, elle était simplement abandonnée. C'est ce qui s'est passé pour la grotte de Gollum. L'ancienne mine, restée ouverte sur la face ouest de la montagne Ygir, n'attirait plus les mineurs en quête de fortune, mais des spéléologues cherchant de nouveaux lieux à explorer, comme ce groupe de 5 amis cette nuit-là. Il a sans doute fallu des efforts, en pleine nuit, pour trouver la petite entrée sombre de la grotte de Gollum. Bien qu'exploitée, c'est une grotte naturelle, où les premiers prospecteurs ont repéré des signes prometteurs avant de creuser. Une fois que le groupe eut trouvé l'entrée, il fut confronté à son premier défi, réussir à y pénétrer. Pour atteindre la grotte, il faut ramper dans une mare d'eau, mais ce groupe savait déjà qu'il lui faudrait se mouiller. De l'autre côté de la mare peu profonde, la grotte devient un passage étroit, heureusement sec. Cependant, le tunnel atteint rapidement un deuxième obstacle, une bifurcation. Les spéléologues devaient choisir, gauche ou droite. À droite, le tunnel étroit se prolonge, révélant des vestiges de son passé minier, dont de vieilles poutres de soutien visibles. Ce chemin qui descend vers la branche sud est cependant court, et il se termine rapidement en cul-de-sac, là où il semble que le tunnel se soit effondré. Il reste incertain si c'était volontaire ou accidentel. Le groupe a donc pris à gauche à la bifurcation, suivant le chemin du nord. Comme la branche sud, il s'agit également d'un tunnel étroit, mais le chemin du nord est un peu plus long, environ 15 mètres, avant de lui aussi se terminer en cul-de-sac sans rien avoir. Ou bien y a-t-il quelque chose ? Près du bout du tunnel, une petite flaque d'eau, large de quelques dizaines de centimètres, se trouve sur le sol de la grotte. Ce n'est pas une flaque, mais une autre entrée de tunnel, exactement ce que le groupe cherchait dans la grotte. La prochaine partie de la grotte
promet d'être la plus excitante, mais aussi la plus dangereuse, car il faut vraiment rassembler tout son courage et se jeter à l'eau. Sous cette flaque en apparence insignifiante se cache l'accès à la prochaine partie de la grotte, que les spéléologues doivent atteindre en s'immergeant et en nageant. Le tunnel, d'un diamètre de 1 à 1,20 mètres, ne laisse passer qu'une personne à la fois. Il faut nager environ 5 mètres avant qu'il ne s'élargisse et permette de refaire surface. La largeur du tunnel en fait un passage à sens unique. Une fois que votre tête passe sous la surface et que vous vous engagez à nager en avant, vous devez continuer dans l'obscurité, jusqu'à atteindre la fin et pouvoir refaire surface pour respirer à nouveau. Une fois que vous émergez enfin de l'autre côté, vous êtes récompensé par le point culminant de la grotte de Gollum. Une autre petite chambre, guère plus qu'une poche d'air en réalité. On ne sait pas clairement s'il s'agissait d'une grotte naturelle découverte par les mineurs ou s'ils l'ont creusée eux-mêmes, mais elle offre suffisamment d'espace pour qu'un petit groupe puisse se tenir debout, hors de l'eau, et, plus important encore, respirer. Après cela, il suffit simplement de refaire tout le trajet en sens inverse, de nager à nouveau dans la direction d'où vous êtes venu, puis de remonter et de sortir par le trou dans le sol de la branche nord. Le plan pour le groupe était de nager dans le passage sous-marin, atteindre la grotte de l'autre côté, puis revenir finir l'exploration de la grotte de Gollum. Chaque membre du groupe s'est glissé dans le trou d'eau, a pris une grande inspiration, puis s'est immergé pour nager dans le tunnel sombre et étroit. Un avantage de ce passage inondé est la corde posée par des explorateurs précédents, reliant les deux extrémités du tunnel. En nageant dans l'obscurité, gardez une main sur la corde pour trouver la sortie. La corde peut également servir à signaler votre progression. Un tiraillement sur la corde, une fois que vous avez atteint l'autre côté, indiquerait que vous êtes passé et que le tunnel est maintenant dégagé. Tous les amis sauf un ont entamé la traversée du tunnel. À la dernière minute, Joseph Ferguson, membre du groupe, a perdu courage. Peut-être que la réalité de ce qu'il faudrait pour atteindre la grotte à l'autre bout était trop difficile pour lui, ou peut-être que quelque chose d'autre le rendait mal à l'aise à propos de cette expédition. Mais quelle qu'en soit la raison, il a décidé de ne pas accompagner ses amis, et a préféré les attendre à l'entrée du passage inondé. Joseph aurait regardé ses amis disparaître dans le tunnel, probablement en éclairant l'eau avec sa lampe torche, alors que les bulles de leur respiration ne remontaient plus à la surface, et en surveillant une traction sur la corde pour indiquer qu'ils étaient arrivés sains et saufs de l'autre côté. Et puis, après que le dernier soit entré, Joseph s'est retrouvé tout seul, n'ayant rien d'autre à faire qu'attendre, attendre et encore attendre. 5 minutes passèrent, puis 15, puis une demi-heure. Seul dans le noir avec une lampe de poche, Joseph s'inquiéta pour ses amis. Que faisait-il là-dedans? La grotte recelait-elle plus qu'il ne le pensait? Aucun n'y était allé, et elle était mal cartographiée. Peut-être avaient-ils découvert une zone inconnue, et prenaient leur temps pour l'explorer. Après près d'une heure, sans aucun signe de ses amis, Joseph commença à s'inquiéter sérieusement. Ce n'était pas leur genre, il devait s'être passé quelque chose. Quelque chose avait du mal tourner. Joseph décida d'aller chercher de l'aide, même si ses amis allaient bien, et exploraient simplement la grotte. S'il risquait d'être blessé ou d'avoir besoin d'aide, il ne pouvait plus attendre. Ainsi, à 6h25 du matin, après avoir attendu environ 1 heure, Joseph sortit de la grotte de Gollum et appela la police. Les autorités réagirent vite. Dès l'appel reçu, la police de Provo se mobilisa et face à des spéléologues disparus, fit appel à l'équipe de recherche et de sauvetage du comté d'Utah. Arrivés sur place, les secouristes firent face à un premier défi. Ils ignoraient tout de la grotte. Ni la grotte de Gollum, ni la grotte de la mort n'apparaissaient sur aucune carte officielle. Donc les secouristes y allaient mettre complètement à l'aveugle. Après avoir appris que les amis de Joseph étaient redescendus dans le tunnel submergé sans revenir, l'équipe de secours a commencé à préparer son plan. En enfilant des combinaisons de plongée et équipés de capteurs capables de détecter l'oxygène ou d'autres gaz plus dangereux, ils ont inspecté le trou dans lequel les amis de Joseph avaient disparu. Un des sauveteurs a fait remarquer que l'eau ne semblait pas particulièrement froide. Il était donc peu probable qu'ils aient développé une hypothermie, ou que le froid les ait d'une manière ou d'une autre piégés. Mais comme ils ne savaient pas exactement à quoi ils avaient affaire, les sauveteurs hésitèrent à simplement plonger dans le même tunnel rempli d'eau pour rechercher le groupe disparu. Ils ont donc élaboré un plan pour évacuer l'eau du tunnel et injecter plus d'air si l'oxygène venait à manquer dans la petite grotte à l'autre extrémité. Les sauveteurs ont donc amené des pompes et se sont mis au travail pour faire les deux. Avec un peu de chance, ils pourraient bientôt pomper assez d'eau pour atteindre les spéléologues disparus, ou pour que ceux-ci rampent dehors eux-mêmes.
Il n'avait aucune idée de ce qui se passait de l'autre côté de ce tunnel. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était espérer. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans la grotte de Gollum, après que le dernier membre a disparu sous l'eau dans le tunnel? Ariel, Jennifer, Blake et Scott sont tous entrés un par un dans le tunnel au bout du passage nord. Après immersion, ils ont nagé dans l'obscurité. Ils ont suivi la corde sur toute la distance de 15 pieds jusqu'à l'autre extrémité, où ils ont émergé dans une petite chambre. Et c'était vraiment la fin de la caverne de Gollum. Il n'y avait pas d'autre passage, pas de tunnels supplémentaires à explorer, juste un petit espace à peine assez grand pour un petit groupe, avec juste assez de place pour se tenir debout et reprendre son souffle. Ou du moins, tenter de reprendre votre souffle. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la caverne de Gollum, il faut examiner la concentration en oxygène. L'atmosphère terrestre se compose de 78%, d'azote 21% d'oxygène, et de petites quantités d'autres gaz comme l'argon, le dioxyde de carbone, l'hélium et le méthane. Votre corps dépend de cette composition précise, et tout déséquilibre peut vite causer des effets négatifs. Une diminution du taux d'oxygène peut entraîner ce qu'on appelle l'hypoxie, et il ne faut pas beaucoup de changements pour que cela se produise. Une réduction de 21% d'oxygène à seulement 19,5% peut commencer à affecter à la fois le jugement et la coordination, tout en provoquant une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration. Quand l'oxygène passe sous 16%, maux de tête, étourdissement et fatigue surviennent aussi. Si le taux d'oxygène passe sous 12%, les fonctions cognitives et motrices sont altérées, avec nausées et vomissements. Sous 10%, la perte de connaissance survient. Et la mort si vous restez trop longtemps exposé à un faible taux d'oxygène. Les sauveteurs ont eu raison de pomper de l'air dans le tunnel tout en évacuant l'eau. Ils savaient qu'un air vicié et un manque d'oxygène pouvaient faire perdre connaissance et provoquer la suffocation du groupe de l'autre côté. Un capteur a ensuite montré que la concentration d'oxygène dans la petite pièce près du tunnel inondé était de 19%, inférieure au 21% habituel de l'atmosphère. Pas assez pour vous tuer ou même vous faire perdre connaissance, mais suffisamment bas pour causer de sérieux problèmes de jugement et de coordination générale. Et surtout, accélérer respiration et rythme cardiaque. Mais si le manque d'oxygène ne les a pas incapacités, que s'est-il passé? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Une fois réunis dans la grotte, les quatre ont sans doute célébré et profité d'être arrivés au bout, malgré le peu à voir. En discutant et riant, ils ne remarquèrent pas leur léger essoufflement. Ou peut-être l'ont-ils juste attribué à la nage qu'ils venaient de faire. Ou peut-être qu'ils ne s'en sont jamais rendus compte. Mais il ne faut pas longtemps dans un environnement pauvre en oxygène pour que cela commence à avoir un effet. Et que ce soit consciemment ou non, à un moment donné, il était temps pour Ariel, Jennifer, Blake et Scott de retourner là où Joseph les attendait. L'une des jeunes femmes est partie la première. Comme pour l'aller, elle a pris une grande inspiration, plongé et utilisé la corde pour se guider. Il devait cependant y avoir un problème. D'abord, cette dernière bouffée d'air qu'elle aurait prise avant de plonger n'aurait pas été aussi efficace que celle qu'elle avait prise de l'autre côté. La faible concentration d'oxygène réduit la capacité respiratoire. Bien que la première traversée ait duré 30 secondes au maximum, cette fois, à cause de la faiblesse et du manque d'oxygène dans la grotte, elle avançait sans doute bien plus lentement. Avant d'arriver de l'autre côté, elle sentait sûrement ses poumons brûler à force d'apnée. Cela pouvait la faire paniquer, lâcher la corde et tenter de nager plus vite vers la sortie. Mais c'est là qu'un autre danger de la grotte intervient. Le tunnel sous-marin ne finit pas réellement à la sortie en surface. Non, ce tunnel inondé s'étend sur plusieurs mètres après cette ouverture. Si vous perdez la corde et la dépassez à la nage, vous serez coincé, entouré de roches, sans espace pour faire demi-tour. Tout ce que vous pouvez faire, c'est reculer et chercher l'ouverture vers la surface. C'est exactement ce qui est arrivé à un visiteur précédent de la grotte, Brian Lamprey. Il a expliqué que, lors de sa visite dans la grotte de Gollum, il avait accidentellement nagé trop loin en repartant. En nageant dans le tunnel vers la grotte, les gens soulèvent des saletés qui troublent l'eau et rendent la visibilité presque nulle, même avec une lampe torche. Si vous perdez la corde, il est probable que vous ne retrouviez pas la sortie. Heureusement pour Brian, il a pu sortir de l'impasse et se hisser hors du trou. Mais en réalité, il a eu de la chance d'être seul ce jour-là, car cela signifiait que lorsqu'il était dans la grotte, il n'y avait qu'une seule personne qui consommait la petite quantité d'air disponible.
Il était donc probablement moins privé d'oxygène que le groupe de spéléologues, ce qui lui a permis de garder ses esprits et de retrouver son chemin vers la sortie. Ce jour-là, le groupe n'a pas eu cette chance. Après le retour de la première jeune femme dans l'eau, les autres ont sans doute attendu son signal avec la corde. Mais à mesure que les minutes passaient, sans aucun mouvement sur la corde, et qu'ils commençaient probablement à ressentir les effets de la légère privation d'oxygène, ils n'avaient plus d'autre choix. Une autre personne devait y aller. La seconde femme du groupe aurait donc refait le même processus. Inspirer, plonger et nager dans le tunnel. La visibilité était quasiment nulle, aggravée par la saleté et les débris soulevés par son ami devant elle. Alors qu'elle avançait en suivant la corde, elle n'aurait rien pu voir du tout, jusqu'à ce qu'elle heurte quelque chose, son ami. À ce stade, la femme devant était probablement en train de se noyer, ou était déjà morte, et son corps bloquait le tunnel étroit, rendant impossible de la contourner pour atteindre la sortie et l'oxygène dont elle avait désespérément besoin. Elle a sans doute tenté de pousser son ami, mais était probablement trop faible pour y parvenir ou se glisser à côté. Les deux hommes attendèrent dans la grotte, de plus en plus confus et effrayés, car les femmes ne montraient aucun signe d'arrivée de l'autre côté. Malheureusement, le suivant aurait connu le même sort, nageant dans le tunnel pour y découvrir un corps bloquant le passage. Enfin, l'homme qui est passé en dernier, probablement désespéré de sortir de cette grotte et déjà affecté par le manque d'oxygène, n'aurait eu d'autre choix que de suivre ses amis. Il n'avait aucune chance, car il aurait nagé directement dans la file de corps devant lui qui obstruait désormais le tunnel. Sans possibilité d'avancer ou de faire demi-tour, les poumons brûlants par le manque d'air, et la poussière tourbillonnant autour de lui à cause de chaque personne qui avait paniqué avant lui. Alors que l'équipe de secours pompait l'eau hors de la grotte et insufflait de l'air frais, ils espéraient retrouver le groupe de spéléologues vivants, mais après avoir baissé le niveau de l'eau, voici comment ils les ont trouvés. Une file dans le tunnel, d'abord les deux femmes, puis les deux hommes, tous tournés vers la même direction. Ils se sont tous noyés. Les corps d'Ariel Singer, Jennifer Galbraith, Blake Donner et Scott MacDonald ont été retirés de la grotte, et les autorités ont décidé de sceller la grotte afin que personne ne puisse subir le même sort à l'avenir, une plaque commémorative ayant été placée à l'entrée. Un effort a été fait pour identifier et sceller d'autres mines abandonnées, comme la grotte de Gollum, afin de prévenir de tels accidents. Mais rien qu'en Utah, il en reste sans doute des centaines, souvent non cartographiées, attendant une nouvelle victime parmi les explorateurs. Allez maintenant, regardez la mort la plus brutale et indolore de l'histoire, aspirée à travers un minuscule trou, ou bien cette autre vidéo à la place.